Alors bonjour tout le monde, Geoffrey et moi-même allons vous présenter notre sujet de sécurité, donc qui est la cryptographie post-quantique. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, on va faire une petite introduction sur les ordinateurs. Donc comme vous savez, un ordinateur classique est composé de processeurs qui fonctionnent grâce à des modules. Donc par exemple addition, multiplication, etc. Ce sont tous les calculs que peuvent faire les processeurs des ordinateurs classiques grâce à des portes logiques qui sont construites grâce à des transistors. Donc plus on a de transistors dans un processeur, plus il devient puissant. Au fil des années, des chercheurs ont réussi à rendre les transistors de plus en plus petits pour en mettre beaucoup plus dans les nouveaux processeurs. Mais on va arriver là à une limite physique où l'on ne pourra plus rendre les transistors plus petits et on sera donc limité en puissance de calcul sur nos ordinateurs dans pas très longtemps. Donc c'est pour ceci que des chercheurs ont essayé de trouver une solution et la solution est l'ordinateur quantique. Donc avant de parler un peu de l'ordinateur quantique, il faut d'abord savoir que ça fonctionne avec des qubits. Donc contrairement à un ordinateur classique qui fonctionne avec des bits, donc qui peuvent être 0 ou 1, le qubit, lui, peut aussi être 0 ou 1 et les deux à la fois, quand il est dans ce qu'on appelle dans un état de superposition quantique. Ce qu'il faut savoir, c'est que tant que l'on ne mesure pas un qubit, c'est-à-dire tant qu'on ne le voit pas aussi, par exemple, eh ben, le qubit sera en superposition, comme ici, et il sera 0 et 1 à la fois. Par contre, lorsqu'on va le mesurer, du coup qu'on va pouvoir le voir, il va avoir une valeur fixe, donc 0 ou 1. Donc pour savoir à peu près quelle valeur va prendre le qubit lorsqu'on va le mesurer, on peut se représenter le qubit comme une sphère ici, où le pôle nord est un 0 et le pôle sud est un 1. La valeur du qubit est représentée ici par un vecteur. Donc le vecteur peut être dans n'importe quelle direction au sein de la sphère qubit. Donc dans cet exemple-là, le qubit, au moment où on va le voir, il est dans cet état-là, c'est-à-dire un vecteur qui pointe en haut à droite de la sphère. Donc statistiquement, lorsqu'on va mesurer le qubit, il aura 85% de chance d'être à 0 parce que son vecteur il pointe vers le pôle nord. Et au contraire, il aura que 15% de chance d'avoir la valeur 1 quand on va le regarder. Donc ça, c'est comment fonctionne la superposition quantique. Bien sûr, il en va de même pour une multitude de qubits à la suite. Donc ici, par exemple, on a deux qubits. Donc ici, les deux vecteurs des qubits pointent vers le pôle sud, à peu près. Et avec une loi de distribution, enfin avec des statistiques classiques, on peut donc déterminer que lorsqu'on va regarder l'un ou l'autre qubit, bah, la valeur sera 1,1. C'est ce qui est le plus probable. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que lorsqu'on regarde un qubit, ceux qui sont derrière vont aussi avoir l'état de visibilité et vont donc aussi se stabiliser. Ils seront donc plus en état de superposition. Mais à quoi ça sert le qubit? Eh ben, tout simplement, c'est que grâce à l'état de superposition, eh ben, les qubits peuvent prendre les deux valeurs en même temps pour faire les calculs. Par exemple, ici, si on prend 20 qubits, on aura donc 1 48 576 configurations à la fois. C'est-à-dire qu'on peut faire 1 48 576 calculs en même temps, ce qui est très puissant. Tandis qu'un ordinateur classique, on est obligé de changer les bits 1 à 1 pour avoir les différentes valeurs. Ici, on peut tout faire en même temps. Donc, pour rappel, actuellement, le système de cryptage qui est utilisé dans tout ce qui est carte bancaire, etc., c'est ce système-là, c'est RSA, comme on l'a vu en cours, qui s'appuie sur le problème complexe de trouver un très grand nombre qui se factorise par deux nombres premiers. Donc n égale p fois q. Bon, je ne vais pas réexpliquer, mais c'est juste pour faire un petit point. Et ceci est la façon dont on décrypte du coup un message qui a été fait grâce à p égale n fois q, enfin n égale p fois q. Donc il faut tout simplement, on a n, un nombre très grand, et il faut réussir à le factoriser en deux nombres premiers. Donc avec un ordinateur classique, c'est super long, surtout si le nombre est très 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 grand, parce qu'il faut, si on
Si on y va à la méthode bourrin, brute force le truc et du coup tester toutes les valeurs. Du coup, c'est impossible avec un ordinateur classique, mais avec un ordinateur quantique, il y a un mathématicien du nom de Peter Shor qui a du coup créé un algorithme qui permet de casser RSA grâce à un ordinateur quantique. Du coup, l'algorithme s'appelle l'algorithme de Shor et il est polynomial. Il a une complexité de log n, c'est-à-dire que si actuellement RSA, du coup, c'est environ 2048 ou 4096 bits. Donc, pour le casser, eh ben, ça sera simplement une complexité de log de 2048, c'est-à-dire très, 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 très petit. Donc, une minute à peu près ou quelque chose dans ces ordres-là. Du coup, l'algorithme a été prouvé qu'il marche, mais on n'a pas encore le hardware pour le faire tourner. On n'a pas encore des ordinateurs quantiques qui ont assez de qubits pour faire tourner cet algorithme. Le record pour l'instant est un ordinateur quantique de chez IBM qui a 1000 qubits. Mais pour faire ce calcul-là, enfin pour faire tourner cet algorithme, il nous faudrait environ 1 million de qubits. Donc on en est encore loin. Donc, en 2017, pour éviter que des algorithmes comme Shor puissent par l'avenir craquer des systèmes sécurisés, le NIST, donc la National Institute of Standard and Technology, a créé un concours qui avait pour but de créer des algorithmes capables de résister à des algorithmes quantiques. Donc, plusieurs universités du monde et quelques entreprises se sont lancées dans le projet. Et 4 candidats ont finalement été retenus comme les plus pertinents et potentiellement les plus fiables pour réussir à sécuriser nos systèmes d'un algorithme quantique. Donc, au niveau des algorithmes de signature, on va retrouver donc Crystal Dilithium, fait par des universités du monde entier. Également Falcon, un algorithme produit par la seule entreprise privée sélectionnée, Thales. On va retrouver également 5+, donc un autre algorithme de signature. Mais nous allons précisément ici nous focaliser sur l'algorithme Kyber, donc qui est un algorithme de chiffrement et qui va permettre de protéger les éléments comme par exemple nos cartes bancaires ou des discussions instantanées. Donc, l'algorithme de Kyber, il se base sur un problème, sur une méthode, donc on a vu pour RSA ou d'autres algorithmes, qui est se référer à un problème mathématique dur à résoudre pour comment dire, éviter les problèmes, enfin éviter le craquage de la sécurité. Donc, on a utilisé ici les lattice problèmes, et plus exactement le LWE, donc Learning with Error. Donc, il y a pour principe d'utiliser des matrices et des vecteurs. On peut voir ici, par exemple, une matrice enfin une matrice qui va définir notre environnement, la matrice A, euh, multipliée par une clé secrète, donc S, qui sera en général un vecteur, et qui peut être le message à chiffrer également. Également, on va rajouter à ces informations des vecteurs d'erreur, donc pour s'éloigner du point où il y a la clé secrète ou le message caché. Donc ces vecteurs d'erreur vont être petits, mais permettre de protéger le secret. Et un vecteur public qui va directement amener au résultat de ce calcul. Donc ici, le vecteur vert comme on peut le trouver. Donc ceci, c'est la base sur laquelle se sont servis les scientifiques pour créer un nouveau type d'algorithme, donc l'algorithme de Kyber, qui est ici le Ring Learning with Error, donc qui utilise le même principe, mais qui cette fois fonctionne avec des polynômes. Donc l'objectif de cet algorithme est de prendre un message, de le convertir en binaire, en ASCII. Ensuite, on va remplacer tous les chiffres binaires égales à 1 à la puissance qui lui est associée. Donc ici, par exemple, c'est le 233e caractère, donc il sera à x puissance 233. Ensuite, tous les zéros peuvent être supprimés pour réduire la taille du polynôme qu'on va retrouver ici. Donc on a enlevé tous les zéros et il sera facile de les retrouver en faisant la soustraction du polynôme i moins i moins 1. Ceci, c'est le texte brut.
ou également le plain text en anglais. Ce plain text, on va le scale, pour obtenir le scale plain text, par un facteur qu'on va choisir en amont, qui va permettre de différencier le message dans notre texte scripté des autres vecteurs d'erreur. Donc c'est important d'avoir un coefficient élevé. Ensuite, on va ajouter à nos deux clés publiques le message. Par exemple, ici, un élément de la clé publique T, on va lui ajouter des vecteurs d'erreur, ou lui faire une multiplication et des vecteurs d'erreur. Et ensuite, ajouter le message également. Ça va nous donner l'élément V. Ensuite, à une clé publique A, on va faire exactement la même chose sans mettre le message cette fois-ci. Et nous aurons notre texte scripté. Donc ça, c'était la phase de cryptage. Et ensuite, pour décrypter le message, nous allons partir de nos éléments V et U et se servir de la clé secrète possédée par la personne qui veut décrypter le message. Donc, on va effectuer l'opération V moins S fois U. Et après quelques étapes calculatoires dont je ne vais pas présenter ici parce que c'est pas l'intérêt, on va pouvoir dégager de U et de V le message, puis tous les autres vecteurs d'erreur. La différence entre M et les vecteurs d'erreur, c'est que les vecteurs d'erreur sont choisis afin d'être petits comparé à M, et donc on aura un M qui sera identifiable dans ce calcul. On pourra ensuite tout simplement faire le chemin inverse, descale le message, reavoir donc un polynôme avec juste une suite de puissance, remettre les zéros qui sont entre les puissances juste en faisant i moins i moins 1 pour avoir le nombre de zéros entre chaque partie du polynôme, et ensuite retrouver notre chiffre ASCII qui va nous permettre d'avoir notre message caché. Donc l'avantage de cet algorithme, c'est qu'avec un niveau de sécurité, donc comme ici minimal pour 3 algorithmes, donc on peut voir par exemple Kyber 512, Curve de 25519 et RSA 3072. Donc leur niveau, c'est chaque algorithme ont leur niveau minimal de sécurité mis en paramètre. On peut voir que c'est un algorithme qui est très rapide, donc plus rapide que RSA. Donc ce qui va permettre une utilité au quotidien, par exemple dans nos cartes bancaires, pour faire des opérations rapidement. Et tout ça, c'est dû grâce à la transformation de Fourier qui permet des multiplications et des additions de polynômes de s'effectuer très rapidement au niveau calculatoire. Donc ça, c'est une liste de tout ce qu'on a utilisé comme élément pour faire notre projet, enfin notre présentation. Et je vais vous montrer un petit exemple donc d'un test avec l'algorithme de Kyber pour avoir les temps d'exécution. Donc voici le test de Kyber pour le niveau de sécurité minimale. Et on va avoir ici le temps de chaque étape, donc qui soit la génération des clés, la génération de la clé secrète, les encapsulations, etc. Et le cryptage et le décryptage qui nous intéressent, leur temps d'exécution. Et donc, comme vous pouvez le voir, c'est très rapide. Et ici, on aura réalisé toutes les étapes qui seront nécessaires à crypter, décrypter, encapsulation, etc. Très peu de temps. Et on a exactement ici. Donc, ces 3 paramètres sont donc la génération des clés publiques, qui paires, enfin des paires de clés publiques, donc A et T dans le calcul. Le cryptage donc d'un message aléatoire qui est dans l'algorithme, ici prévu par les créateurs de Kyber pour faciliter la visualisation des temps, et le décryptage. Donc ici, on a un cryptage et un décryptage en très peu de temps. Donc cet algorithme est capable de résister à une attaque d'algorithme quantique, théoriquement, et en plus, il peut être utilisé au quotidien par le fait de sa rapidité d'exécution. Donc si vous avez des questions, je vous laisse les poser. Nous avons fini notre présentation sur la cryptographie quantique. Merci à vous.